Bonjour et bienvenue à ce web rendez-vous du bâtiment innovant qui aura lieu jusqu'à 12h30. Nous accueillons aujourd'hui Marc Parra, écologue à l'Agence régionale de biodiversité en Île-de-France et de l'Institut Paris Région. J'espère que vous êtes bien installés. Nous allons commencer. Je m'appelle Lina Bourgeois et travaille au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est le centre de ressources régionales dédié à la qualité environnementale des bâtiments. Nous menons des actions d'information, de conseils, de sensibilisation et de formation auprès des professionnels du bâtiment pour développer la construction durable. Ce sont des moments de rencontre et d'échange pour les professionnels du bâtiment. Dans nos actions phares, nous organisons ces rendez-vous du bâtiment innovant en présentiel ou comme aujourd'hui sous forme de webinaire. Tous ces rendez-vous sont organisés avec le financement de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'ADEME. Et j'ai évidemment un petit souci de partage depuis le départ. Donc, je vais recommencer. Et voilà, on est reparti. Donc, le programme d'aujourd'hui porte sur comment intégrer la biodiversité à la gestion des eaux pluviales. Nous avons demandé à Marc Parra, qui est avec nous, d'aborder 3 thématiques. Quelles sont les techniques alternatives pour gérer les eaux pluviales? Quels sont leurs avantages pour la biodiversité à l'échelle de la ville, du quartier et du cadre bâti? Et on va aussi s'attacher à illustrer la prise en compte de la biodiversité par des exemples. Le programme est organisé en 2 temps. D'abord, à peu près 45 minutes d'intervention par Marc Parra et ensuite suivi d'un temps d'échange d'à peu près 20 à 30 minutes en fonction du nombre de questions que vous allez nous poser. Quelques informations pratiques avant de commencer. Le son et l'image sont réservés à Marc Parra et à moi-même, mais vous pouvez quand même interagir en posant vos questions par le chat. Donc, je vous remercie de bien vouloir les poser aussi clairement de façon aussi compréhensible que possible pour que je puisse facilement les retranscrire à Marc de façon orale pour que tout le monde puisse profiter à la fois de la question et surtout de la réponse de Marc. Et c'était aussi pour clarifier que les supports de présentation ainsi que l'enregistrement du web rendez-vous seront disponibles après l'intervention d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de ce sujet-là, le sujet d'aujourd'hui, le couple biodiversité et gestion d'eau pluviale? C'est parce que l'urbanisation, comme on sait tous, ça pourrait faire une imperméabilisation très importante des sols et ça induit la destruction des habitats pour la faune et la flore. On sait aussi que la gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives en utilisant la végétalisation à la place du tout béton, permet de se rapprocher du cycle naturel de l'eau et de réduire l'effet d'îlot de chaleur. Donc, c'est des techniques qu'on souhaite favoriser. En même temps, ces techniques alternatives créent des espaces végétalisés et humides qui sont favorables à la biodiversité. Nous avons souhaité approfondir ce sujet, le couple gestion d'eau pluviale et biodiversité avec Marc à l'occasion de la publication en 2020 du document intitulé Gestion des eaux pluviales et biodiversité par l'Agence régionale de biodiversité en Île-de-France. Et c'est pour ça qu'il va intervenir aujourd'hui.
Pour entrer tout doucement dans le sujet d'aujourd'hui, je vous propose pour commencer un tout petit sondage composé de 3 questions simples. Les deux premières questions, vous allez le voir, vont permettre à notre intervenant du jour de connaître un peu mieux son auditoire et connaître votre expérience sur les 2 thématiques du jour. Et puis, la troisième servira de cadrer votre propre vision de la biodiversité en ville. Juste pour préciser, si jamais il y a des participants qui sont connectés via YouTube, vous ne pourrez pas répondre au sondage. Par contre, vous pouvez parfaitement poser des questions via le chat. Donc, je vais lancer le sondage et normalement, vous devez le voir maintenant. Donc, ça porte sur votre niveau de connaissance relatif à la biodiversité dans la ville. Si vous êtes novice, intermédiaire, confirmé ou expert. Les votes commencent à arriver. Je vais laisser encore un peu de temps pour laisser tout le monde le temps de répondre. Et voilà, ça a l'air de s'être stabilisé. Donc, je vais mettre fin au sondage et vous afficher les résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse moitié qui se considère avoir un niveau de connaissance intermédiaire relatif à la question du niveau de compétence, connaissance sur la biodiversité en ville. On a une vingtaine de pourcents qui sont totalement novices. Il y a quand même un quart qui sont confirmés et un petit 5% qui sont des experts. Et on va lancer la deuxième question, qui est donc qui porte sur la deuxième thématique du jour. Quel est votre niveau de connaissance concernant la gestion des eaux pluviales par les techniques alternatives, donc novice, intermédiaire, confirmé ou expert? Les réponses commencent à arriver. On va laisser encore un petit peu de temps pour laisser un maximum de personnes répondre. Donc, novice, intermédiaire, confirmé ou expert pour la connaissance de la gestion des eaux pluviales par des techniques alternatives. On va mettre fin à ce sondage et partager les résultats. Donc, on voit que la répartition est à peu près la même. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% qui ont un niveau de connaissance intermédiaire, 20% novice, 20% confirmé et un petit 5% expert. Donc, le message pour Marc, c'est qu'on a un auditoire qui est à un niveau intermédiaire, on va dire, pour les 2 thématiques, gestion d'eau pluviale et biodiversité. Et je vais lancer la toute dernière question avant de vous laisser en compagnie de Marc. Donc, c'est une question un peu plus technique. Selon vous, pour favoriser la biodiversité en ville, il faut installer des toitures végétalisées avec du sédum, mettre des ruches sur les toits des immeubles, maintenir et créer des continuités écologiques, installer des toitures végétalisées extensives, prévoir des noues infiltrantes. Donc, il s'agit bien de votre propre vision de comment on favorise la biodiversité en ville. Les réponses commencent à arriver. On va laisser le temps pour tout le monde de répondre. Et je pense que tout le monde est arrivé. Je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc, il semblerait qu'une très grande majorité, presque 90%, considère que le fait de favoriser la biodiversité en ville, il faut maintenir et créer des continuités écologiques. Donc, Marc va nous expliquer un peu plus ce qu'on peut entendre par cela.
J'arrête le partage des résultats du sondage et je vais laisser la parole à Marc Parra. Bienvenue Marc. Et Marc qui est donc écologue à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. Marc, la parole est à vous pour 45 minutes environ. Merci Lina, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, merci beaucoup pour cette introduction, Lina, très claire, et pour ce sondage. Alors, je dois reconnaître que moi aussi, je suis plutôt d'un niveau intermédiaire sur la question de l'eau et des eaux pluviales. En tout cas, donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de parler de la question de la biodiversité en lien avec les eaux pluviales. Moi, je viens plutôt du monde de l'écologie et de la biodiversité, pas forcément du monde de l'eau et de l'hydrologie. Pour autant, on voit qu'en écologie, justement, c'est l'objectif, et notamment dans les villes, c'est la convergence entre ces thématiques. Moi, je parle souvent du triptyque sol, le compartiment sol qui va être très important dans les villes, l'eau, évidemment, et la biodiversité, et d'essayer de regarder en fait les choses à travers ce triptyque-là. Et ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est plutôt des réflexions générales sur la question de la place de la biodiversité en ville. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour perméabiliser les villes finalement aux vivants? Et on a vu à travers le sondage cette question des continuités écologiques qui est évidemment essentielle. Et j'ai l'impression, en tout cas ces dernières années, qu'on est en train de sortir un petit peu des effets de mode. On l'a vu dans les questions, la question des ruches, la question des toits végétalisés, la question des petits aménagements, on va dire, un peu opportunistes dans les villes, et que les élus, les collectivités sont en attente d'une approche un peu plus scientifique, c'est-à-dire fondée sur les caractéristiques du vivant, ses processus, ses exigences aussi, qu'on connaît de mieux en mieux, et d'essayer d'appliquer ça au modèle de la ville, alors à l'urbanisme, aux différentes échelles, à l'urbanisme, à l'aménagement, au projet de construction et d'architecture. Et je trouve qu'on avance vraiment bien aujourd'hui par rapport à cette demande plus scientifique finalement. Donc j'essaierai de parcourir différents types d'exemples, et puis, comme Lina l'a indiqué, de citer cette publication récente qu'on a voulu faire autour de la question de la gestion des eaux pluviales, en essayant de regarder quels sont les liens finalement avec la biodiversité, et quel type de préconisation on peut essayer de faire pour améliorer la contribution des ouvrages de gestion des eaux pluviales à la biodiversité. Alors, en guise d'introduction, même si ça a été dit, je vais passer très vite. C'est vrai que la question de l'urbanisation aujourd'hui revient sur la table systématiquement. On sait depuis des années que l'extension des villes est un fléau pour la biodiversité. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ça a été rappelé à la fois par les experts du climat et par les experts de la biodiversité dans les deux rapports phares, celui du GIEC et de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité plus récemment. On y apprend notamment que la croissance des zones urbaines, c'est 100% depuis 1992, donc les villes ont doublé, même si elles n'occupent que 2% de la surface totale de la planète. Il y a une croissance exponentielle qui n'est pas soutenable. Ces rapports rappellent le besoin de limiter l'extension des villes finalement sur la biodiversité qui nous entoure, sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour autant, on ne trouve pas encore dans ces rapports les questions liées à la nature en ville, qui sont finalement peu abordées au niveau de ces instances internationales, et qui sont pourtant énormément abordées aujourd'hui par les collectivités autour de l'enjeu de la biodiversité, mais aussi de la qualité de vie, du bien-être humain. Et donc, on avance progressivement vers cette double idée de freiner, de mettre un terme à l'artificialisation galopante, et à la fois de reconquérir la nature dans les villes, et tout ça, ça dépend de politiques publiques qui sont un petit peu différentes. Et face à ça, je pense que ça ne nous a pas échappé, cet horizon qui a été proposé dans le plan biodiversité du gouvernement en 2018, qui est l'objectif zéro artificialisation nette, qui a fait couler
coulé beaucoup d'encre, qui a généré beaucoup de débats, hein, évidemment, parce que tout le monde trouve légitime de continuer à aménager ou de continuer à faire ce qu'il fait. Et cet horizon du zéro artificialisation nette, ce que je trouve intéressant sur les positionnements d'acteurs récents et les publications récentes, c'est qu'on connaît très bien les recettes pour réduire l'artificialisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles sont martelées depuis 30 ans. Si je reprends quelques positionnements récents d'acteurs, il y a eu notamment celui de la Ligue de protection des oiseaux, qui rappelle, comme beaucoup d'autres, que la fiscalité, à travers les taxes d'aménagement, à travers les taxes sur les surfaces commerciales, est un des leviers les plus puissants pour mettre un terme à l'artificialisation des sols, dans la droite ligne des recommandations du rapport de Guillaume Sainteny, il y a plus de 10 ans maintenant, hein, et qui est toujours autant d'actualité. On connaît ces leviers-là. La LPO rappelle que soulève la question de la densification et de la perte d'espace vert, on y reviendra. Rappelle aussi que la séquence éviter, réduire, compenser, dont sont soumis certains projets d'aménagement, n'est pas efficace aujourd'hui pour lutter contre l'artificialisation. Il faut aller beaucoup plus loin. Je citerai aussi le manifeste du Club Ville et Aménagement, qui regroupe différents acteurs, et qui quand même va assez loin dans ses propositions en disant ne plus urbaniser quand les collectivités disposent encore de gisements suffisants. Donc on retrouve cette idée de densification partagée par plusieurs, propose aussi un moratoire sur les nouvelles zones commerciales qui vont sur des terrains agricoles et naturels. Cette idée de moratoire qui revient même chez les aménageurs, donc c'est assez intéressant. Et puis la Convention citoyenne sur le climat, alors qui a été largement critiquée, mais ce n'est pas l'objet du jour, mais qui partage à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire définir dans les collectivités une enveloppe maximale d'hectares constructibles et interdire tout nouveau classement en zone à urbaniser si des réhabilitations sont possibles dans l'enveloppe existante. Toutes ces propositions convergent à la fois vers la fiscalité et vers la puissance des documents d'urbanisme qui, avec la volonté politique, peuvent être tournés vers la protection des sols et la lutte contre l'artificialisation. On est bien dans une question de volonté politique et dans une question aussi de politique publique, finalement, qui incite aujourd'hui à artificialiser, ou de politique fiscale qui incite à artificialiser. Avec cette grande question autour des friches aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'acteurs appellent à mobiliser davantage les friches et les terrains vacants. Et je pense que vous savez évidemment que beaucoup d'écologues aussi se positionnent en faveur de la protection des friches. On sait que dans beaucoup d'entre elles, la biodiversité est parfois plus riche que dans les espaces verts et les jardins qui sont entretenus. Et donc, ça rajoute un élément de complexité, à savoir une approche au cas par cas des projets d'aménagement, ce qui n'est pas un peu le cas de cet objectif de artificialisation nette, qui est quand même une vision très binaire. On aménage, on désaménage, on occupe les friches, etc. La biodiversité comme l'eau, c'est effectivement une question d'approche au cas par cas. Et puis, évidemment, cette question de la densité donc, qui est soulevée, pas seulement pour les friches, mais également pour l'acceptabilité de la vie en ville et puis pour celle de la biodiversité. Et donc, le ZAN a soulevé aussi cette question de finalement jusqu'à quel point peut-on densifier les villes et le corollaire, de quelle place a besoin la nature dans ces villes. Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont essayé d'évaluer en termes de pourcentage, on va dire, donc ça reste assez grossier, mais ça peut donner des indications, les besoins de cette biodiversité dans la ville. J'ai repris ici une synthèse de François Chiron, du laboratoire d'écologie systématique et évolution d'Orsay, qui a regroupé différents types d'études, notamment une étude à Varsovie, qui indique qu'il faudrait 45% de nature minimum pour avoir une stabilité environnementale dans les villes. Donc, ça veut dire, en gros, réserver la moitié de la part de la ville à la nature. C'est quand même un gros chantier. À l'échelle du quartier, d'autres études, et notamment celle de Cox aux États-Unis, indiquent qu'il faudrait 30% de nature de proximité pour réduire le stress, l'anxiété, la dépression auprès des habitants. On retrouve un autre chiffre similaire dans une publication qui est celui de 30% de nature dans un rayon de 250 mètres autour des habitations.
effectivement pour améliorer le bien-être et assurer une stabilité de la biodiversité. Et enfin, à l'échelle d'un site, c'est-à-dire d'un espace vert en lui-même, une publication de Benin en 2015 indique qu'il faudrait une surface continue de 4 hectares pour que la biodiversité se maintienne, c'est-à-dire d'un seul tenant, ce qui est en relation avec cette question des continuités écologiques, effectivement. Alors tout ça, ça reste des chiffres, évidemment, à modeler en fonction du lieu où on se trouve, et ça n'a pas de vérité en soi, mais ça peut aider à avoir une approche plus scientifique, finalement, de la place réservée à la nature en ville. En tout cas, on voit qu'entre 30 et 45%, c'est vers là qu'il faudrait tendre pour que la biodiversité se maintienne. Et c'est un fait aujourd'hui, la biodiversité continue de décliner au sein même des milieux urbains, et on le voit sur tout type de taxon. Alors moi j'ai des chiffres ici qui sont plutôt franciliens, mais en fait c'est des tendances qu'on va retrouver dans toutes les grandes agglomérations. Et au niveau des oiseaux, qui sont parmi les plus étudiés, on observe un déclin de 40% à peu près de l'abondance des oiseaux spécialistes des milieux urbains. On va parler des hirondelles de fenêtre, des martinets noirs, etc. Tous ces oiseaux qui sont inféodés aux bâtis et aux milieux urbains et qui déclinent rapidement, donc avec une responsabilité finalement de l'architecture. On observe des tendances similaires sur d'autres groupes taxonomiques comme les insectes, avec les papillons ici, et au plus on s'approche d'un gradient urbain, au plus l'abondance des papillons va diminuer. Et même pour des espèces qu'on a l'impression de voir plus systématiquement, enfin, on a l'impression de voir de plus en plus, comme les chauves-souris, la pipistrelle commune ici a décliné de près de 50% en 11 ans. Alors on s'y intéresse peut-être un peu plus depuis le confinement à ces espèces urbaines, et pourtant elles continuent à décliner. C'est bien qu'elles n'ont pas assez de place finalement pour se maintenir dans les villes, ou de continuité écologique pour pouvoir se déplacer et prospérer. Et c'est une question à poser quand on traite des projets d'aménagement. Alors, par rapport à cet objectif ZAN et aux besoins de la biodiversité en ville, donc évidemment, la première des choses, c'est protéger ce qui existe déjà au niveau de la planification, et moins d'ouverture à l'urbanisation. Donc, je montre souvent ces exemples de collectivités parce que tous les maires ne bétonnent pas et n'occupent pas systématiquement les friches. Et on a ici deux exemples de collectivités qui ont déclassé des sites qui étaient à urbaniser en zone naturelle ou à vocation agricole. Et c'est plutôt sympa à relever. Alors, en ville très dense, j'ai cet exemple d'Épinay-sur-Seine, où on est sur 1,5 hectare, donc c'est pas très grand, mais c'est dans la zone urbaine dense, de sites en friche qui avaient été soumis, qui devaient être aménagés, et puis qui a été protégé et classé en zone N. Et puis un autre super exemple qui est à Rouen, enfin exactement à Darnétal, à côté de Rouen, qui est le site naturel de Repinville. Et ici, ce sont 10 hectares qui ont été convertis au PLU de zone à urbaniser en zone naturelle, avec aussi une vocation agricole, puisqu'il y a eu l'installation de maraîchers. Donc on peut utiliser ces documents d'urbanisme pour mieux protéger la nature. Le lien avec l'eau ici est prépondérant, puisqu'on est en aval d'un bassin avec une zone qui est constamment humide. Donc à la fois pour la biodiversité et pour la question de l'eau, il était impératif de protéger ce site-là. Je reviens sur cette question de la superficie nécessaire pour l'accueil de la biodiversité en vous proposant une autre étude qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Making Nature City, qui a été faite par le San Francisco Ecological Institute, et qui propose justement un cadrage sur ces espaces nécessaires à la biodiversité urbaine. Ce qui dit ici aussi est intéressant, c'est que si on veut accueillir des espèces dans nos milieux urbains qui sont habitués à la ville, on va dire, on les appelle urbanophiles, eh bien, on a besoin d'espaces de nature compris entre 1 et 4,4 hectares à peu près. Ensuite, si on veut accueillir au contraire des espèces qui habituellement fuient la ville, on les appelle urbanophobes, comme certains rapaces, certains mammifères. Il faut aller beaucoup plus loin, et il parle de surface dépassant 50 hectares. Donc vous voyez que là aussi, par rapport à la biodiversité qu'on va vouloir accueillir en ville, la taille de ces espaces va compter.
Et on est effectivement dans une équation complexe aujourd'hui entre densifier la ville, entre faire ce qu'on appelle l'urbanisme circulaire, hein. Il y a cette mode de l'urbanisme circulaire, refaire la ville sur la ville, et la biodiversité. On le voit tous les jours, nous, en Île-de-France, et je vous mets un exemple ici qui est assez caractéristique, hein, qui est un projet de construction, d'aménagement en renouvellement urbain sur une friche, ici, une friche industrielle. Donc, c'est typiquement le genre de projet vers lequel on doit aller, refaire la ville sur elle-même, densifier, renouveler. Pour autant, quand on regarde un peu, finalement, le site qui est ici en grisé, qui est au bord de la Seine, c'était initialement une zone d'extension des crues de la Seine, et une zone qui est inondable, qui est humide, et qui aurait dû être réservée finalement à cet accueil-là de milieu humide, par rapport à la gestion de l'eau, par rapport à la réduction du risque des inondations. Et donc, autant de la part de l'aménageur, on a un projet qui est vertueux, autant de la part de la collectivité, en fait, c'est une zone qui devrait être renaturée plutôt qu'aménagée. Et donc, on voit bien la complexité des échelles. Même un projet vertueux à son échelle ne s'inscrit pas forcément dans quelque chose de vertueux à une échelle plus grande. Et pourtant, il commence à y avoir des bonnes nouvelles et des super projets de restauration de ces écosystèmes et de renaturation. Alors, je vous ai mis un exemple de la région, avec la ville de Besançon, hein, qui a été lauréat de notre opération Capitale française de la biodiversité, qui a lieu depuis 2010 et qui fait des choses assez extraordinaires. Et ici, c'est la renaturation, la déminéralisation et la renaturation du site des Prés de Vaux, un parc post-industriel qui est au bord du Doubs, et qui est typiquement ce genre d'opération qui restitue à la fois du foncier à la nature, et permettra, puisqu'on est à proximité du centre-ville, hein, de réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain et de rétablir une zone d'expansion des crues en amont du centre-ville. Donc, on a déjà aujourd'hui des exemples concrets de collectivités qui désaménagent et qui restaurent ces villes-là. Et je crois que le besoin va être prépondérant dans les années à venir, de libérer de nouveaux espaces en désartificialisant les sols. On entre ici dans cette question de la désimperméabilisation, de la désartificialisation, et on y reviendra, parfois par rapport à la question hydraulique, parfois par rapport à la question de la reconquête des parcs, des jardins et de la biodiversité. Il y a une multitude d'exemples qui existent aujourd'hui. Une friche ici à Saint-Nicolas-du-Redon, la ville de Strasbourg, hein, qui a été pionnière dans la désimperméabilisation participative avec les habitants, et via leur opération Strasbourg, ça pousse. Un gisement qui est assez incroyable en Île-de-France, hein, qu'on a essayé de quantifier lors de nos ateliers zéro artificialisation nette. Et puis la ville de Berlin aussi, qui fait des choses assez incroyables, hein. On les cite souvent par rapport à cette thématique écologie urbaine. Et la ville de Berlin qui a fait une première estimation du potentiel de désartificialisation de certains espaces, et sur lequel on s'inspire aujourd'hui pour essayer de reproduire la même chose en Île-de-France. En tout cas, c'est par la reconquête des sols. Il y a un gisement qui est assez important. Je vous montre ici le travail d'une association à Copenhague qui n'est pas en rapport finalement avec la désartificialisation des sols, mais plutôt la pratique du vélo. Mais ils ont quantifié les surfaces totales occupées par les parkings et toutes les places de stationnement. Et vous voyez qu'on monte à des surfaces assez considérables en kilomètres carrés si on cumule tout ça. Et donc, il existe, si on ajoute à ça les cours d'école, les cours d'immeubles, les places publiques, etc., il y a un gisement énorme pour la désimperméabilisation, donc pour le retour du cycle de l'eau, mais aussi pour la reconquête de la biodiversité. J'ai relevé aussi un excellent travail de l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours sur la ville de Tours, avec ce travail sur la perméabilité des sols. Alors, assez classique en soi, où il y a pas mal de villes qui ont effectué comme ça un indice de la perméabilité des sols. Ce qui était hyper innovant dans leur travail, c'est aussi la création de ce gradient de naturalité, avec un classement des espaces verts par rapport à leur qualité écologique, on va dire, l'introduction de cette notion de qualité écologique.
Est-ce qu'on est sur des gazons tondus sans grand intérêt pour la biodiversité, ou est-ce qu'on est plutôt dans des boisements extensifs, moins gérés, avec un intérêt pour la biodiversité? Et c'est bien ça l'idée aujourd'hui hein, de la gestion des eaux pluviales, c'est à la fois de s'intéresser à la perméabilité et à la fois à la question de la qualité écologique des ouvrages. C'est effectivement un peu ce que je défends aujourd'hui quand on travaille avec les collectivités, c'est de passer d'une vision de la désimperméabilisation à une vision de la renaturation, qui apporte quelque chose de plus, me semble-t-il. Dans la désimperméabilisation, on est centré sur le cycle de l'eau, la perméabilité des sols. Il y a cette possibilité de revêtement drainant. Évidemment, on ne peut pas remettre de la nature de partout. Tandis que dans la renaturation, on va être centré sur ces interactions entre les sols, leur structure, leur composition, la biodiversité, la faune, la flore. Et il va y avoir cette recherche de fonctionnalité écologique dans les aménagements, avec un rapport avec le contexte écologique local, avec une réflexion plus large sur la question des trames. On a parlé des trames vertes, des trames bleues, des trames brunes. Et donc, ça ajoute une dimension complémentaire, finalement, à une approche qui serait centrée uniquement sur le cycle de l'eau et sur la perméabilité des sols. Et donc, c'est là qu'il y a un dialogue vraiment intéressant aujourd'hui entre les structures qui travaillent sur la gestion de l'eau et qui sont des spécialistes, hein, les agences de l'eau, notamment nous on travaille beaucoup et on apprend beaucoup de l'agence de l'eau Seine-Normandie, des structures comme le GRE, des structures comme l'Adopta, qui sont des spécialistes de la question de la gestion des eaux pluviales, et qui, je crois, aussi veulent s'entourer d'écologues par rapport à cette question de la biodiversité aujourd'hui. Voilà, par rapport à cette notion de désimperméabilisation à l'échelle communale, on est en train de faire une expérimentation sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle ReGreen, justement pour quantifier ce gisement d'espace à déminéraliser, et puis pour essayer de l'inscrire dans une stratégie de reconquête de la nature qui soit cohérente justement du point de vue des trames vertes, des trames bleues, des trames brunes, et du besoin de la biodiversité au sein du tissu urbain. Voilà, il y a déjà des choses assez incroyables qui ont été faites, hein, mais c'est vrai que moi je reprends souvent le travail de la Seine-Saint-Denis, du département de Seine-Saint-Denis, où là où je vois l'intérêt principal de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales, c'est qu'ils peuvent substituer finalement des infrastructures grises par des infrastructures vertes, et du coup retirer des sols un certain nombre d'infrastructures impactantes, comme les cuves enterrées, comme les tuyaux, etc. Et puis à la place, offrir des espaces verts. On a ici le travail qui avait été fait à Noisy-le-Grand et à Saint-Denis, où effectivement, moi j'ai l'habitude de dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales, c'est la multifonctionnalité, là où les infrastructures grises, c'est toujours monofonctionnel pour répondre à un seul problème. Et donc, l'intérêt est vraiment là, avec parfois plus ou moins bien traité justement cette question de la biodiversité en fonction de l'entreprise à qui on fait appel, en fonction de l'intérêt du paysagiste et de la commande initiale. Et aussi, évidemment, tout ce qui a pu être impulsé par les agences de l'eau, hein. J'ai repris ici cette diapo de Sébastien Derieux, de l'agence de l'eau Seine-Normandie, où, avec tous les financements, c'est vraiment la première porte d'entrée finalement pour la question de la nature en ville, l'eau, puisqu'il y a des financements à la clé, et notamment par les agences de l'eau. Et justement, la publication dont parlait Lina au départ vient d'une demande de l'agence de l'eau, qui nous a demandé en fait de regarder quels étaient les liens entre ouvrages de gestion des eaux pluviales et biodiversité, et quel type de préconisations on pourrait faire pour essayer de les améliorer. Voilà, c'est dans cette revue-là qu'on fait un peu une synthèse bibliographique de ce qui existe dans la littérature et quelques préconisations destinées à améliorer les prochains aménagements ou à conditionner les cahiers des charges pour à la fois traiter la question de l'eau et traiter la question de la biodiversité. En tout cas, on sent que les acteurs se rejoignent sur cette question. Si on regarde dans la littérature scientifique, hein, il y a depuis les années 90
et avec une augmentation encore dans les années 2010, hein, il y a un nombre de publications sur les liens entre la biodiversité et la question des mares urbaines ou des milieux humides urbains qui augmente, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Et donc un intérêt pour les chercheurs d'aller faire un suivi de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales par rapport à la biodiversité. Et ce qu'on peut dire d'une manière certaine, hein, c'est que la plupart, il y a un très grand nombre d'études qui montrent que ces zones humides urbaines, comme ils les appellent, sont vraiment attractives pour la biodiversité. Donc c'est une mesure sans regret et une mesure bénéfique que d'aller vers la gestion alternative des eaux pluviales, parce que ça va accueillir du vivant, ça va accueillir des espèces. Alors quelques études ici, hein, Assal et Anderson en 2014 ont montré que il y a une richesse spécifique en espèces qui est équivalente entre les mares naturelles et les mares aménagées pour le ruissellement au Canada. Une étude aux Pays-Bas qui a fait pareil sur les noues et qui trouve des niveaux de richesse comparables entre les milieux naturels et entre les milieux urbains. Il y avait eu plutôt les travaux d'Isabelle Leviol sur des ouvrages de récupération des eaux pluviales en bord de route, qui montraient que les communautés finalement de macro-invertébrés aquatiques étaient aussi riches que dans les étangs environnants, avec une variabilité similaire au niveau de la composition et de la structure des communautés. Donc ça se vaut, hein, en tout cas d'après ces auteurs. Monberg aussi récemment montrait que au niveau de la richesse floristique dans ces ouvrages de gestion des eaux pluviales, on a des niveaux importants 2 ans après la construction, donc ça vient aussi vite, c'est une autre notion intéressante. Et tous ces auteurs suggèrent aussi que des principes de gestion écologique soient appliqués à ces ouvrages. On y reviendra, hein, mais c'est peut-être aujourd'hui un domaine sur lequel il faudra progresser, c'est que la plupart de ces auteurs ici recommandent de ne pas trop gérer ces ouvrages de gestion des eaux pluviales si on veut maintenir un certain niveau de biodiversité. On y reviendra. Ils insistent tous sur le fait qu'il y a un grand nombre de facteurs, évidemment, qui vont intervenir dans l'accueil de la biodiversité, des facteurs à la fois très locaux, comme la morphologie de milieux humides, ces berges, etc., la pente, on y reviendra, le type d'habitat qui a été recréé, mais aussi des facteurs paysagers, avec les obstacles qui vont se trouver à proximité d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales ou entre deux ouvrages de gestion des eaux pluviales, et puis tous les facteurs de qualité de l'eau, la concentration en nutriments, l'acidité, le pH et la présence d'une certaine faune dans l'eau, etc. Et c'est en jouant finalement sur ces facteurs-là qu'on peut plus ou moins favoriser la biodiversité, ou en tout cas se donner toutes les chances pour la favoriser. Une publication ici en Finlande, hein, qui insiste sur le fait qu'un des fléaux pour ces ouvrages de gestion des eaux pluviales en ville, ça va être la fragmentation par les routes et par les bâtiments. Et c'est bien à ça qu'on est confronté, évidemment, aujourd'hui dans les villes, c'est l'isolement de ces techniques de gestion des eaux pluviales, leur fragmentation, et donc cette idée d'essayer de les connecter entre elles du mieux possible, même si c'est pas franchement évident. Mais ils montrent dans leurs travaux que quand les zones humides urbaines sont connectées, on va accueillir plus de faune et potentiellement plus de prédateurs pour les espèces dites indésirables, comme les moustiques ou comme certains insectes. Et donc, c'est peut-être en maximisant la présence de la biodiversité dans ces ouvrages qu'on va réduire les effets néfastes d'un certain type de biodiversité. Donc, la connexion est évidemment importante. Je reviens aux chiffres de Making Nature City sur cette question du cadre dans lequel la biodiversité pourrait prospérer dans la ville. Et on apprend là-dedans que généralement, quand un habitat est déconnecté d'un autre habitat, d'un autre espace vert de plus de 300 mètres, eh bien, il y a une disconnexion pour les oiseaux, pour les plantes, pour les papillons. On retient à peu près la même chose pour les habitats aquatiques, hein, entre 200 et 300 mètres. Au-delà,
il y a une discontinuité et les espèces n'ont pas la capacité de se déplacer. Donc ça peut nous apporter des billes justement pour essayer de concevoir des mares, des zones humides, des nids en réseau entre deux opérations au sein d'une même opération, cette distance de 200, 300, 500 mètres. Ça dépendra évidemment des espèces. D'autres recommandations qui sont faites pour la biodiversité par ces chercheurs dans différents articles. Généralement, ils estiment que lors de la création d'une mare, par exemple, ou d'un fossé végétalisé, une profondeur comprise entre 1 mètre et 1,20 mètre va être intéressante pour l'implantation des végétaux aquatiques et pour la faune aquatique. Ils recommandent aussi de proposer des irrégularités dans les bords de mare. C'est vrai qu'on voit encore beaucoup de mares qui ressemblent à des bassins bien ronds ou des ouvrages très carrés, très réguliers. Les irrégularités favorisent la biodiversité. Aménager des conditions différentes finalement pour la faune, avec des variations de hauteur, des variations d'habitat, de matériaux éventuellement, etc. Avoir des strates de végétation variées, avoir des pentes douces pour les espèces, notamment batraciens, des micro-milieux, enrochements, zones non accessibles pour les gens, une hétérogénéité dans la colonne, dans la profondeur de la colonne d'eau, et d'autres préconisations qui vont toucher au type de végétation, notamment favoriser les végétaux qui ont un fort chevelu racinaire, qui va être favorable aux larves d'insectes, aux larves de poissons s'il y en a, etc. Bien que la présence de poissons, et ça revient dans tous les articles, notamment par le biais d'introduction volontaire, est à proscrire puisqu'ils ont tendance à décimer les populations d'insectes aquatiques qui sont présents, qui vont être utiles à bien d'autres fonctions. Mais tout ça pour dire qu'en fait, la matière existe. Il y a énormément de publications autour de la façon de faire une mare, la façon de faire une moue, finalement, qui vient du domaine de la biodiversité et qui pourrait alimenter les personnes travaillant sur ces ouvrages de gestion des eaux pluviales et vice-versa. Ça, c'est juste pour la photo sympa, mais c'est la métropole de Rouen qui a son programme mare avec plus de mémoire d'une cinquantaine de mares qui ont été conçues ou protégées au sein de la métropole et qui a mis en avant aussi l'intérêt de ces habitats pour la biodiversité. Alors, j'ai mis à côté la référence végétale locale. Ça n'a pas de rapport avec le travail de Rouen ici, mais c'est aussi pour dire qu'une des préconisations, c'est d'essayer d'avoir recours dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales à la marque végétale locale, développée par Plantécité, par la Fédération des conservatoires botaniques, pour essayer le plus possible d'avoir des semences ou des plantes qui sont en correspondance avec un climat local. Donc je pense que c'est des choses que vous connaissez, mais le site végétal local référence tous les fournisseurs et les régions en fonction de différents contextes climatiques. Une autre préconisation qu'on relève dans les publications, c'est le besoin d'un suivi scientifique aussi avant, après. Je pense qu'il y a peut-être une marge de manœuvre aujourd'hui, préalablement à l'aménagement d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, d'avoir des inventaires botaniques, des inventaires taxonomiques, faune, flore, éventuellement les sols, et d'avoir ce suivi aussi après pour voir quels ont été les bénéfices finalement apportés par ces ouvrages. Et ici, j'en profite pour montrer cet exemple que je cite très souvent parce qu'il est assez brillant, de la création à gauche d'une zone d'expansion de crue ou d'une zone humide plutôt à Gonesse par le SIA du Croult et du Petit Rhône. Et ici, à Sarcelles, à droite, la réouverture du Petit Rhône, qui était une rivière urbaine entièrement canalisée et qui a été réouverte, reméandrée, renaturée. Et dans ces deux cas, avec des financements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dans ces deux cas, il y a aujourd'hui un suivi scientifique qui est effectué et des inventaires d'espèces qui permettent justement de venir confirmer le bénéfice apporté par ces milieux humides. Et donc, c'est assez intéressant que ça se systématise aujourd'hui avec une problématique moustique auquel ils sont confrontés en ce moment et à laquelle ils essaient de répondre
Je pense aussi qu'il y a matière à expérimenter justement des différents moyens de lutte biologique face à la présence des moustiques ou différents moyens de sensibilisation par rapport à l'acceptation de cette problématique-là qui est pas forcément évidente. Des préconisations sur la gestion. Alors ça, c'est un point assez essentiel. C'est vrai que moi, lors de toutes mes balades dans les écoquartiers, pour faire des évaluations d'écoquartiers, on voit systématiquement que les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont tondus, sont fortement gérés, ce qui nous interroge. Et quand on voit dans les articles, hein, on note qu'il faut réduire drastiquement les interventions de gestion, et notamment de fauche, si on veut permettre à la flore de s'exprimer. Alors, la gestion est légitime pour d'autres choses, mais en tout cas pour la biodiversité, c'est un fléau de tondre systématiquement, de tasser les sols et de ne pas laisser la biodiversité s'exprimer, notamment dans les noues. Hein, ici, c'est à l'Aïeul, où on a des noues qui sont systématiquement tondus, et j'avais noté dans une thèse que justement la densité végétale par les racines et par la biomasse des plantes favorise l'infiltration de l'eau dans ces noues et donc les rend d'autant plus efficaces finalement. Donc il y a peut-être un lien aussi avec préservation de la biodiversité des noues et qualité, efficacité de l'infiltration. Et puis aussi une forme de combat que je mène depuis quelques années, c'est d'essayer d'aller plus loin sur la réduction de l'empreinte écologique de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales. C'est vrai que dans un certain nombre d'opérations, voire beaucoup, on a encore le réflexe des aménagements paysagers ou même du génie civil habituel, c'est-à-dire l'usage de bâches plastiques, de géotextiles, d'une grande ingénierie finalement grise qui va nécessiter beaucoup d'énergie de mise en œuvre, beaucoup de matériaux, beaucoup de composants artificiels. Et il me semble qu'aujourd'hui, le marché des ouvrages de gestion des eaux pluviales alimente encore un peu trop ces filières de paysages et ces composants artificiels, là où on pourrait aussi aller vers une approche plus douce. Moi, je parle d'ingénierie écologique, c'est-à-dire faire avec le vivant, par et pour le vivant, sans forcément y ajouter des choses qui vont se retrouver dans l'environnement après. Là, on sort d'une étude de 3 ans sur les toitures végétalisées et je ne vous raconte pas le nombre de bâches plastiques ou de géotextiles plastiques qu'on voit même sur des toits qui se délitent en quelques années et qu'on va retrouver après par terre ou sous forme d'aérosol finalement dans l'environnement. Donc il y a une grande marge de manœuvre à limiter l'emploi de ces composants-là. Et des adaptations aussi, ici c'est ce qui devait être une noue à Nanterre, dans l'écoquartier Hoche, et qui a malheureusement été trop tassée, hein, vous voyez sur la photo, par les engins. Et donc là aussi, un des messages, c'est de prévoir en amont, lors du chantier, eh bien, le déplacement des engins, de prévoir le stockage du matériel pour éviter de tasser ces ouvrages-là, afin qu'on n'y revienne pas et qu'ils puissent être tout de suite fonctionnels. Donc des petites adaptations comme ça. Et j'allais dire, finalement, dans les opérations d'aménagement, hein, ce qui va être à la fois bénéfique pour le vivant et pour l'eau, c'est ce maintien de la pleine terre. On en parle de plus en plus de cette notion de pleine terre. Pour moi, il s'agit de la couche du sol en continuité avec les sous-couches et la nappe phréatique. Parfois, certaines collectivités parlent de pleine terre à partir d'1-2 mètres de profondeur. C'est vrai qu'on commence à cette profondeur-là à trouver une fonctionnalité écologique, mais l'objectif, c'est vraiment de conserver la pleine terre totale, si j'ose dire. Et là aussi, on doit aller plus loin dans les opérations d'aménagement. Je cite ici souvent cette opération à Châtenay-Malabry, qui est la ZAC-La-Vallée, hein, qui est portée par Eiffage notamment, et qui est une opération assez exemplaire. Franchement, il coche toutes les cases ici, hein, à la fois dans la prise en compte de la biodiversité, du paysage, de l'eau, etc. Bien que, je disais, là où ça peut aller plus loin, c'est qu'avant l'opération, qui est en renouvellement sur l'existant, on a 8 hectares de pleine terre sur toute la surface de projet. Et après l'opération, une
fois que les lots ont été dessinés, on n'a plus que 5 hectares de pleine terre. Donc il y a une perte nette de 3 hectares, même au sein d'une opération vertueuse. Et si on veut atteindre cet objectif zéro artificialisation nette pour tout projet d'aménagement, il faut bien qu'on se pose des questions de comment faire. Alors, est-ce qu'il fallait un lot en moins? C'est facile à dire, mais pas évident à faire. Est-ce qu'il faut trouver un site de 3 hectares un peu plus loin ou à proximité à désimperméabiliser? C'est certainement des choses auxquelles il faudra réfléchir à l'avenir. Donc, la perte de pleine terre, qui revient souvent, il y a des leviers pour essayer de la mettre en œuvre. Ici, c'est le parc habité des Sécheries à Bègles. C'est un quartier que j'ai beaucoup aimé, où justement un des leviers, ça a été de la part de la collectivité de mettre à disposition un cahier des préconisations architecturales et paysagères qui imposait, enfin en tout cas qui essayait d'imposer le respect de la pleine terre, avec, vous voyez ici, des bandes de 5-6 mètres au bord des habitations qui servent à la fois d'ouvrage de réception des eaux pluviales et de ruissellement, mais qui sont aussi des espaces très peu gérés, un petit peu en libre évolution, avec cette idée du sauvage et de la biodiversité sauvage dans la ville qui m'intéresse beaucoup. Et je trouvais que c'était une belle combinaison entre les deux approches. Des opérations aussi exemplaires par rapport à la préservation de la biodiversité existante. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui pêche à chaque fois sur les nouvelles opérations. C'est que la biodiversité est très bien prise en compte. En revanche, on fait souvent fi de l'existant. Et combien de fois j'ai vu, ah bah tiens, on a fait un espace vert tout beau, tout neuf, et on a rasé les arbres qui existaient sur le chantier. Et donc ici, 2 opérations. À droite, c'est toujours le parc habité des Sécheries à Bègles, où la plupart des arbres ont été conservés avant l'opération. Donc on a des bâtiments qui sont plus jeunes que les arbres. Et c'est la même chose à gauche à Rennes, ici dans le quartier de la Courrouze, parce qu'il y a eu l'impulsion d'un paysagiste motivé, parce qu'il y a eu l'appui aussi de la collectivité et des préconisations qui ont été faites en amont. Ils ont pu conserver des arbres et beaucoup d'espaces non imperméabilisés autour de ces arbres-là. Et il y avait aussi ce super exemple d'opération d'aménagement à Strasbourg, qui est aussi en interconnexion entre ces enjeux eau pluviale, inondation et biodiversité. C'est le quartier des Rives de Bory, qui, notamment ce que j'ai retenu quand ils nous l'ont présenté dans le cadre de l'opération Capitale française de la biodiversité, c'est la prise en compte de l'inondabilité du site, avec la simulation de crues décennales et de crues trentenales, avant et après aménagement, ce qui leur a permis de réfléchir au meilleur positionnement finalement des bâtiments pour respecter ce cycle hydrologique et pour respecter aussi des sites qui étaient occupés par des espèces d'intérêt patrimonial ou des espèces protégées. Et il y a ce travail de diagnostic en amont finalement est vraiment intéressant pour dessiner les projets d'aménagement par rapport à un objectif écologique et pas l'inverse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent des projets où on fait le projet d'aménagement et puis on vient demander aux écologues, aux naturalistes de rajouter des éléments de biodiversité. Et là, c'est l'inverse qui a été fait et je trouve que c'est la bonne façon d'agir. D'autres innovations architecturales qui permettraient de préserver davantage les sols et la biodiversité. Un écoquartier qui était assez séduisant, c'est celui du Séquet à Bayonne par l'architecte Patrick Arrotcharen. Moi, j'ai toujours été un fan des constructions sur pilotis, justement parce qu'elles permettent, dans certaines mesures, de conserver la topographie des sols. Et c'est ce qui a été fait ici, partiellement, mais en tout cas, tous les bâtiments sont surélevés sur pilotis en dur. Et l'objectif de l'architecte, c'était de ne pas toucher à la structure des sols, à la fois pour conserver leur faciès et à la fois pour permettre l'infiltration de l'eau. C'est effectivement un quartier où on n'a pas d'ouvrage de gestion des eaux pluviales, c'est du 100% infiltration à la parcelle, et on a aussi une densité végétale qui est assez énorme avec la conservation des arbres existants. Je trouvais que c'était un bel exemple d'association entre cette approche hydrologie et cette approche biodiversité. J'avance un peu parce que
je vois que l'heure tourne, il me reste 3 minutes, mais pour finir, je voudrais parler d'une question qu'on pose souvent, c'est cette question des coûts. Hein, pour arriver à convaincre de se déployer des ouvrages de gestion pluviale, il va falloir regarder combien ça coûte. Alors, il y a eu un super travail que j'ai pas mis ici, hein, mais du Gray, avec une simulation de scénarios de gestion des eaux pluviales et une évaluation des coûts justement de différents types de scénarios avec des infrastructures grises ou avec des infrastructures vertes ou un mix, et qui montrait que le recours à la gestion alternative des eaux pluviales était moins cher. On avait aussi de notre côté compilé quelques coûts d'ouvrages que je vous présente ici, hein, qui ne suffisent pas à produire une étude complète, mais qui donnaient aussi des indications. Et on voit très bien qu'on a quasiment un facteur 10 entre des cuves en béton enterrées pour stocker les eaux de ruissellement et puis des noues végétalisées. Et on note aussi surtout qu'entre deux noues végétalisées, il peut y avoir des différences assez importantes au niveau des coûts. Et c'est justement ce qui va faire la différence, ça va être ce niveau de gestion qu'on va appliquer et aussi l'intensité de la conception à travers les composants artificiels dont on a parlé tout à l'heure, à travers le recours au terrassement, etc. Et en fait, finalement, mon message, c'est de dire qu'au plus on s'approche du mimétisme d'écosystèmes naturels, au plus on va réduire les coûts, parce qu'on va minimiser l'intervention humaine et l'empreinte écologique. Et je finirai par les murs végétalisés et les toitures végétalisées, mais surtout les toitures, parce que je vous disais, j'ai plus de temps pour les murs, et puis surtout, on sort d'une étude en fait de 3 ans sur les toitures végétalisées qui s'appelle GROVES, pour Green Roof Verified Ecosystem Services. Et l'objectif, c'était justement de regarder quelle était la contribution de ces toitures végétalisées à la biodiversité, mais aussi à certaines fonctions écologiques, comme la rétention d'eau, qui va nous intéresser aujourd'hui, comme le stockage de carbone, comme la pollinisation. Et comme c'est un aménagement qui est extrêmement plébiscité aujourd'hui dans les opérations, on a voulu quand même y voir plus clair. Le point de départ, c'était de lire dans toutes les brochures commerciales des fournisseurs que forcément végétaliser sa toiture, ça va avoir un intérêt pour la biodiversité, pour la rétention d'eau, pour le climat, etc. Et c'était pas forcément avéré dans la réalité. Donc on a réalisé une campagne d'inventaire sur 36 toitures, dont la plupart étaient des toitures dites extensives, hein, dont la profondeur ne dépasse pas 15 cm. 6 toitures semi-intensives, entre 15 et 30 cm de profondeur, et enfin 8 toitures intensives, au-delà de 30 cm de profondeur. On avait aussi 4 toitures dites wide roof. Vous savez, c'est celles qui ne sont pas végétalisées, ne sont pas plantées, et sont colonisées toutes seules par le vent, par les oiseaux, et donnent des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Et donc, par rapport à l'eau, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on a effectivement calculé la capacité maximale de rétention en eau de ces 36 toitures. Donc, c'est logique, on note une différence assez fondamentale entre les substrats qui sont plutôt agricoles et terreux, et les substrats très minéraux, hein, faits de perlite, de vermiculite, de pouzzolane, qui vont être très drainants. Donc, en fonction du type de substrat, la rétention d'eau va pas être la même. Et puis surtout, on note, vous avez en bas nos 36 toitures végétalisées qui ont été étudiées, et vous voyez qu'il n'y en a pas une seule qui a la même capacité de rétention d'eau. Ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, que cette capacité de rétention d'eau varie fortement en fonction de la profondeur du substrat et de sa qualité. Et donc, c'était intéressant pour nous de voir que justement, par rapport aux enjeux de gestion des eaux pluviales, eh bien, on peut générer des préconisations en matière de conception finalement pour essayer de les optimiser. On avait la toiture qui absorbait le moins, faisait 3,5 cm d'épaisseur, à peu près 6 litres par mètre carré, et on monte à 532 litres par mètre carré. Sur l'école des sciences et de la biodiversité à Bologne, on est à plus d'1 mètre de profondeur. Donc tout ça paraissait logique,
On a deux enseignements de cette étude par rapport à ce critère-là. Le premier, c'est qu'on se rend compte qu'on est assez raccord avec les préconisations de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, hein, qui exigeait une profondeur de 8 cm de substrat pour capter une pluie courante. C'est effectivement ce qu'on trouve, à peu près 7 cm de substrat, on est en capacité de capter une pluie courante. Et on a un deuxième seuil qui apparaît à 25 cm, au-delà duquel, vous le voyez, tout à coup, paf, les toitures se mettent à stocker beaucoup plus d'eau, et notamment l'équivalent d'une pluie décennale dans le bassin parisien. Et donc, on aurait peut-être ce seuil, effectivement, à 25 cm si on veut augmenter tout à coup la capacité de gestion des eaux pluviales. Ce sont des valeurs théoriques, hein, qu'on a essayé de modéliser différemment avec des outils du CEREMA. Et enfin, cette question de seuil revient assez bien dans nos études des toitures végétalisées, que ce soit pour la régulation des eaux pluviales ou que ce soit aussi pour la biodiversité. Et vous voyez que les travaux de ma collègue Audrey Muraté montrent que pour la richesse floristique, eh bien, à partir de 30 cm d'épaisseur de substrat, on atteint un plateau et finalement elle diminue ensuite. Donc il ne serait pas forcément nécessaire d'augmenter, d'avoir des profondeurs supérieures à 30 cm si on veut avoir un bon niveau de richesse floristique. Et pareil pour le pourcentage d'argile, au-delà de 10%, on commence à avoir un plateau et une réduction de la richesse floristique. Donc tout ça à prendre avec des pincettes, mais on voit qu'effectivement on peut peut-être arriver à concevoir des toitures végétalisées par rapport à l'objectif qui est le nôtre, soit accueillir de la biodiversité, soit stocker de l'eau, soit les deux, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de convergence finalement entre les seuils qui sont proposés. Voilà, je m'arrête ici parce que j'ai parlé beaucoup et en fait, je suis allé au-delà du temps qui était nécessaire. Sur cette étude des toitures végétalisées, on va publier d'ici la fin de l'année tous les résultats de ces 3 années d'études avec l'ensemble des inventaires et des protocoles qui ont été faits. Et évidemment, Lina le dira certainement, mais tous les documents qui ont été présentés sont à disposition et je partage volontiers un kit de ressources sur la nature en ville et aussi sur la question plus particulière du bâtiment et de la biodiversité. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc pour cette présentation très riche et en enseignement et en information. Nous avons pas mal de questions qui commencent à arriver, donc merci de nous avoir laissé un petit peu de temps pour les traiter. Je vais commencer par une question, enfin un petit groupe de questions qui finalement aborde les réticences et les freins qui sont souvent identifiés par les maîtres d'ouvrage concernant le risque d'infestation de moustiques, les risques de noyade quand on a des ouvrages avec de l'eau comme ça dans des milieux urbains. Est-ce que vous auriez une réaction par rapport à ces commentaires? Oui, alors déjà, je comprends. Hein, nous aussi, c'est ce qu'on nous fait systématiquement remonter, les difficultés, les réticences. Alors, par rapport aux moustiques, je renvoie vers un travail qui a été fait par le Grès aussi. C'est une diapo que j'ai passé vite à la fin parce que j'avais plus de temps. Mais ils ont fait des inventaires entre les ouvrages végétalisés et les ouvrages bétonnés. Et ils montrent notamment, enfin, de toute façon, on le sait en écologie, hein, ce qui affectionne les moustiques et notamment le moustique tigre, c'est le béton. Ça va être une flaque d'eau sur les toitures, ça va être une flaque dans les gouttières, ou voire même au sol même. C'est ça qu'ils affectionnent. Ils montraient qu'il n'y avait pas forcément plus d'abondance de larves de moustiques dans les ouvrages végétalisés pour 2 raisons. C'est que l'eau s'infiltre, et donc si elle ne stagne pas, les moustiques ne peuvent pas pondre. Et d'autre part, on peut espérer que quand il y a le végétal et tout le cortège d'espèces, la biodiversité, comme on disait, on puisse avoir les prédateurs aussi. Voilà. Par contre, il ne faut pas se leurrer, qui dit zone humide urbaine dit forcément des moustiques. Donc il faut aussi apprendre à vivre avec. Je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qu'a fait la Camargue et la tour du Vala, qui a travaillé pendant 10 ans hein, sur la lutte contre le moustique en Camargue.
et qui disait finalement, on a eu beau tester les pesticides, alors évidemment, c'est une catastrophe. Ils ont testé la lutte biologique par l'introduction d'un bacille, d'une bactérie, mais ça a eu des conséquences sur tous les autres cortèges d'insectes et donc sur les oiseaux qui sont nourrissés, etc. Et que la meilleure adaptation, elle est comportementale, avec le fait d'avoir des moustiquaires, le fait d'éviter certaines heures de la journée ou de la nuit très propices aux moustiques, etc. Et apparemment, les pièges à CO2, pour terminer sur ce sujet, fonctionnent aussi très très bien et seraient plutôt sélectifs par rapport aux moustiques. Quant à la dangerosité, les enfants qui se noient, etc., je pense que c'est en train de changer ça. Et qu'on s'est inspiré de ce qui se passe aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, avec l'importance de l'éducation, hein, d'apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est, pourquoi il ne faut pas y aller, ou en tout cas les parents accompagnent, etc. Et moi, je trouve qu'on voit de moins en moins en France ces mares qui sont entourées de grillages, où là, on se dit quand même, c'est dommage. C'est très dommage, effectivement. J'en ai vu des tas et qu'on est en train de changer sur cette question. Ouais. Pardon, j'ai été un peu long. Ah non, c'est parfait, c'est très complet. Alors, je vais faire un peu le tri dans les questions. Vous aviez déjà répondu parfaitement à une question qui demandait si on pouvait disposer du résultat de l'étude de 3 ans sur les toitures végétalisées. Donc là, on attend la publication oui, bien sûr. J'ai une question très précise. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez pouvoir y répondre. Ça concerne le site Rhodia à Besançon que vous avez mentionné lors de la présentation. La personne dit qu'elle ne comprend pas en quoi le projet améliore la capacité d'expansion des crues du Doubs, considérant que le niveau fini du sol du projet n'a pas été modifié et donc pas de volume rendu à la rivière depuis les grands remblaiements liés à l'installation de l'usine au 19e et début 20e. Est-ce que vous avez suffisamment de connaissances de ce projet pour y répondre? J'ai pas tous les éléments de connaissance. Il me semble je vais vérifier, hein, et on a le dossier complet de la ville de Besançon qui nous a été transmis pour le concours Capitale de la biodiversité où tout est expliqué. Mais effectivement, il y a vraiment ce rôle qui est recherché de zone d'expansion des crues et certainement en décaissant une partie de la zone où il y a des bâtiments, en retirant, en revenant à un niveau un peu plus bas et en créant des milieux humides, puisque j'avais lu dans le rapport qu'il y a cette idée qui est toute une portion qui retourne sous forme de milieux humides, et notamment des milieux en plus moins gérés, type forêt alluviale, etc. Donc, a priori, c'est l'objectif qui est vraiment recherché. Mais je peux avoir l'info plus précise. Alors, il y a des personnes qui interviennent aussi pour répondre. Je connais ce projet et toute la zone est en pépérie sous la côte de la crue Centenale. Il parle de désimperméabilisation d'une dalle en béton. Je pense qu'on va quitter ce sujet-là et on va aller vers d'autres sujets. Il y a quelqu'un qui nous interroge sur la compétence des agents d'entretien des espaces verts. Si on voit que les espaces verts évolue avec une richesse de la faune et de la flore et de l'eau en plus là-dedans, il y aura besoin de monter en compétence de ces personnes. Est-ce qu'il y a à votre connaissance, des formations qui seraient reconnues comme pertinentes pour la montée en compétence de ces personnes? Oui, bien sûr. Alors ça, il y en a plusieurs, hein. En tout cas, dans les ARB, les agences régionales de la biodiversité, c'est quelque chose qui est proposé, les formations à la gestion écologique et différenciée des espaces verts, et aussi avec une partie sciences participatives. Nous, on en organise une chaque année avec mon collègue Jonathan Flandin, qui est à la fois toutes les bases de la gestion écologique des espaces verts, plus une sortie terrain avec un volet sciences participatives pour reconnaître les espèces les plus communes. Donc ça existe. Je sais que d'autres agences régionales le font ou d'autres structures qui sont rattachées à cette question des espaces verts le proposent. Ça manque pas aujourd'hui de pouvoir se former à la gestion écologique des espaces verts. D'accord. Donc le premier piste, ça serait de se rapprocher de l'agence régionale de la biodiversité de sa région, puisqu'on a des personnes d'à peu près toutes les régions en France présentes. Et pareil, une question très générale qui demande
où est-ce qu'on peut trouver conseils concernant les plantations ciblées? Les plantations ciblées, ah ben ça, pareil, les guides fleurissent, si j'ose dire, ces dernières années sur les plantes locales et les listes de plantes locales. Alors, le pionnier, là aussi, ça a été Strasbourg, hein, qui a fait Plantons local à Strasbourg, avec toute une liste d'espèces recommandées par type de plantes, arbres, arbustes, herbacées, humides, mellifères, non mellifères, etc. Et nous, on les a volontairement copiés en produisant notre guide Plantons local en Île-de-France, avec leur accord, bien sûr, et pour les espèces franciliennes. Et donc, il y a pas mal de collectivités qui mettent à disposition. Les autres, j'en ai pas en tête, mais il me semble qu'on doit pouvoir trouver dans chaque région des listes d'espèces préconisées et locales. Et sinon, il y a le site végétal local, la marque végétal local, développée par Plantécité et les conservatoires de la botanique, qui propose dans chaque, je pense de mémoire, ils ont divisé la France en 11 régions bioclimatiques avec des listes de fournisseurs et des listes d'espèces qui sont adaptées à la région. Oui, d'accord. Je vois Plantons local en Bourgogne existe-t-il? Il me semble. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. Je vais creuser. Oui, je ne sais pas non plus répondre précisément à cette question. En tout cas, il y a une multitude de ressources et il y a aussi des prestataires qui sont spécialisés auxquels les équipes projet peuvent aussi faire appel à des écologues ou des paysagistes spécialisés dans ce domaine-là. J'ai aussi des questions concernant les toitures végétalisées, plus précisément. Une question un peu générale. Deux questions qui sont un peu liées, on va dire. Quelle est la biodiversité qui peut se développer sur les toitures végétalisées? C'est le premier volet. Et le deuxième, ça concerne l'étude sur 3 ans, qui demande comment est-ce qu'on peut expliquer la baisse de la richesse floristique au-dessus de 30 cm d'épaisseur. Okay. Alors, quelle biodiversité? Donc ça pourrait être long parce qu'on a vraiment croisé pas mal d'espèces. Hein. En fait, on a été assez surpris par la diversité sur ces toitures. Je crois, alors c'est pas moi le naturaliste en chef de l'étude, mais on est à plus de 400 espèces de plantes qui ont été observées sur les 36 toitures, plus de 650 d'invertébrés et insectes. Donc c'est assez considérable. Ce qu'on voit sur les plantes, c'est qu'il y a 70% qui sont spontanées. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que les toitures, elles peuvent être colonisées comme ça par la biodiversité. Ce qu'on va planter au départ, c'est pas forcément ce qu'on va retrouver par la suite. Ça, c'est intéressant. Ce que note Audrey Muraté, qui a fait des inventaires flore, c'est qu'on a des plantes très communes, mais on a aussi certaines plantes rares qu'on n'avait pas en région Île-de-France. Qui sont rares en Île-de-France. On a des plantes qui sont voyageuses, qui vont venir de Méditerranée, d'Amérique, etc., et qui empruntent ces toitures. Et sur les invertébrés, là aussi, beaucoup d'espèces communes. Ça va être les cicadelles, les coccinelles, les coléoptères un peu communs, etc., qu'on trouve habituellement dans les espaces verts. Et puis, quelques espèces rares. On a eu quelques raretés, notamment un petit escargot qui est l'hélicète velouté, qu'on a trouvé sur une des toitures et qui était apparemment la première mention en Île-de-France. Et tout ça pour dire qu'une des conclusions de cette étude, c'est qu'il y a un vrai rôle des toitures végétalisées, notamment au milieu urbain dense, pour être un habitat de substitution quand on n'a plus la place pour faire des espaces verts. Elle ne les remplace pas non plus. Elle ne remplacera jamais des espaces verts au sol. Et l'objectif, c'est bien de moins artificialiser plutôt que de se servir de caution parfois pour végétaliser les toits. Il y a aussi un rapport entre effectivement la profondeur du substrat et la richesse. C'est une corrélation qu'on observe aujourd'hui pour répondre à cette question pourquoi 30 cm, on ne sait pas. Peut-être qu'à partir de 30 cm, la composition floristique va changer. Peut-être qu'à partir de 30 cm, on est sur des sols qui n'ont pas la même composition en nutriments, etc., donc qui n'abritent pas les mêmes plantes. On ne l'a pas encore vraiment expliqué. Là, on a un post-doctorat qui va se lancer justement pour essayer d'éclairer ces choses un peu plus complexes
avec la base de données qu'on a pu accumuler. D'accord, merci. Je reste dans la thématique toiture végétalisée, avec une question que si on est dans une région bien ensoleillée ou quand on est en France, d'une manière générale, dans un contexte de changement climatique avec des températures plus élevées, est-ce qu'il paraît aberrant de prévoir un arrosage pour une toiture végétale alors qu'elle est là en partie pour faire tampon des eaux pluviales, mais en période très sèche, elle peut avoir du mal à survivre? Alors, bonne question. La question de l'entretien des toitures, elle est assez clivante, si j'ose dire. Nous, on s'est rendu compte, en fait, ça dépend le regard qu'on y porte, mais c'est vrai que pour un naturaliste, une toiture qui n'est pas entretenue, c'est pas grave, c'est même au contraire bénéfique, parce qu'on va avoir, évidemment, ça va faner en été, ça va cramer un petit peu en été, mais ça va repartir au printemps et c'est des successions logiques dans la nature. Et ça nous embête un peu de voir des toitures vertes toute l'année, bien vertes toute l'année, même quand il fait très chaud et quand il y a de la canicule. Et qu'au contraire, on devrait ne pas les gérer. Alors, on se rend compte qu'il faut gérer simplement pour vérifier sur les toitures végétalisées qu'il n'y a pas un arbre qui est en train de pousser. Donc, c'est plutôt des contrôles qu'une gestion efficace. Après, par rapport à si on veut vraiment que sa toiture soit verte et qu'elle ait un bel aspect, entre guillemets, on peut l'arroser. Alors, ce qu'on préconisait, c'est d'avoir simplement un point d'eau et si possible, en plus, récupération des eaux de pluie au niveau de la toiture pour arroser vraiment pendant les gros coups de chaud, que de l'arrosage intégré. Parce que moi, j'ai vu des toitures avec de l'arrosage intégré, du goutte à goutte, etc. Ça rajoute à tout le cortège de plastique qu'on vient mettre dans ces toitures. Et franchement, ce n'est pas forcément un bon bilan carbone ou un bon bilan global. Donc oui, éventuellement, avec un point d'eau pendant les coups de chaud. Sinon, il n'y a pas besoin. J'avais une diapo, mais je vous enverrai mon diaporama, une toiture qui a un super aspect rougeâtre et jaune en plein été pendant la canicule. Et franchement, ça fait partie aussi de la diversité des faciès de ces toitures végétalisées. Oui. Alors, j'ai des questions très longues, donc je ne sais pas si je vais vous les lire, comme ça on va les découvrir un peu en même temps. Alors, une personne qui demande, si j'ai bien compris, un des enjeux au niveau biodiversité est d'assurer la continuité entre mares. Comment assurer la continuité entre ces aménagements de gestion d'eau pluviale, favorisant la biodiversité en pleine ville, avec des nous en pleine rue, nous à la place de pistes cyclables et autres aménagements possibles? Alors, il n'y aura pas de recette unique. Pour moi, c'est vraiment l'apport de l'écologue et des naturalistes en amont du projet. C'est-à-dire que si on se place dans le cadre d'un projet d'aménagement, il faut réfléchir à tout ça avant. Et donc, on va étudier la topographie, là où on peut faire des mares, là où on peut faire des nous, etc. Et on va plutôt orienter le projet, la place des bâtiments, leur forme, par rapport à ces besoins-là, qui est différent d'une approche par le paysage. Aujourd'hui, on va faire les nous au bord des bâtiments parce que les bâtiments ont déjà été implantés là, etc. On va plutôt mettre la nature après le dessin du projet. Et là, l'idée, c'est de faire autrement. Et justement, il y a de plus en plus d'aménageurs, de collectivités qui font appel à des écologues en amont et qui essaient de penser le projet pour assurer la connectivité de ces mares-là. Donc oui, évidemment, si on ne le fait pas en amont, ça paraît compliqué. Après, en ville, tout ce qui va pouvoir être fait pour décloisonner un peu l'isolement des milieux humides, notamment supprimer les grillages dans les résidences. Bon, ça aussi, c'est un peu en France une aberration parce qu'on l'a moins dans d'autres pays, mais de démultiplier les grillages, les murets infranchissables pour la faune, que ce soit les hérissons ou que ce soit aussi les batraciens dans les zones humides. Supprimer les grillages ou faire des trous dans les grillages pour laisser passer les espèces. Il y a aussi énormément la gestion qui va compter, hein, le fauchage des bords de route. Si on laisse l'herbe pousser au bord des routes ou dans les nous, etc., ça va être des zones de déplacement beaucoup plus favorables pour les espèces. Donc, d'abord essayer d'anticiper en amont et puis ensuite essayer de regarder avec un œil de naturaliste par où les espèces pourraient déplacer et ce qu'il conviendrait de faire pour améliorer les choses.
Oui, j'ai une très longue question aussi concernant justement le changement des mentalités qui est un peu lié à ça, le fait de pouvoir de devoir tout traiter en amont. Avez-vous des retours d'expérience sur des argumentaires efficaces pour convaincre les élus et services techniques d'adopter ce type de stratégie? Donc, gestion alternative intégrant la biodiversité. Les services techniques ont parfois peur de lâcher prise et de laisser des milieux se développer en imaginant qu'ils vont avoir des friches ou des zones ingérables. Il est également important de convaincre la population qu'un laisser-aller des processus écologiques naturels n'est pas un abandon ou une négligence de la part des agents et des services techniques. Donc, on est dans le changement de comportement et de mentalité chez les habitants et chez les services techniques. C'est la question qui revient systématiquement et qu'on se pose tous. Hein. Pourquoi ça ne va pas assez vite? Comment on peut arriver à faire changer d'avis les gens qui ne sont pas convaincus, etc. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience un peu générale, qu'on aille du citoyen lambda à l'élu sur ces questions. Il y a le besoin d'apprendre, en fait. Et je me rends compte qu'au fil des formations, des conférences qui se démultiplient sur ces thèmes-là, eh bien, on fait passer des messages. Et donc ça prend du temps, hein, c'est pas palpable. Mais en fait, on a un intérêt qui est quand même croissant sur ces questions liées à la nature. Les élus, pour vous donner un exemple, hein, on a lancé il y a 3 ans une formation à destination des élus sur la nature en ville. Au début, il y avait 3, 4 personnes. Aujourd'hui, il y a 20 personnes, 30 personnes. Et puis, il y a une demande, en fait, des élus, alors qu'ils voient une opportunité politique, hein, il ne faut pas se cacher, mais qui, en fait, sont aussi intéressés par la science, comme je disais au début. Moi, j'ai ce sentiment, au début, c'était vraiment l'effet de mode. Allez hop, on va mettre une ruche, on va mettre un nichoir, faut que ça se voit, faut que ça claque, etc. Et aujourd'hui, c'est plus des questions scientifiques qui les intéressent. Et ça, c'est vraiment une progression. Et ensuite, pour les habitants, bon, ben ça, c'est peut-être compliqué, mais les collectivités qui ont réussi à faire passer des choses, elles ont énormément communiqué auprès des habitants, avec des panneaux pédagogiques, oui, qui expliquent pourquoi ici on ne fauche pas, c'est pas sale, ça va, c'est pour protéger les pollinisateurs, en amenant les scolaires dans les espaces verts pour leur montrer à quoi ressemble un espace vert qui n'est pas tondu. Différentes formes de communication pour essayer de les faire accepter ces nouvelles formes de nature. Et j'ai l'impression qu'avec le confinement, on parle de plus en plus du sauvage et du moins géré. Cette idée de laisser la nature un peu en libre évolution, à mon avis, elle va faire son chemin aussi aujourd'hui. Et c'est positif. Oui, effectivement. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de notre créneau de webinaire. Pour conclure, on peut dire peut-être que ce genre de webinaire, ça contribue aussi à cette sensibilisation et au changement des mentalités. Et c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on le propose. On a présent aujourd'hui des bureaux d'études, des architectes, des paysagistes, des élus, des services techniques. Donc, nous espérons avoir contribué un petit peu à ce changement de mentalité. Je vais prendre la main pour quelques mots de clôture. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande de rester avec moi, s'il vous plaît. Et je vais partager mon écran, en espérant que vous voyez bien cette fois-ci, qu'il n'y a pas de souci de partage. Donc effectivement, nous avons évoqué, que ce soit dans le chat où les participants ont généreusement partagé leur connaissance de documents et de... Ça marche pas? On me signale que ça marche pas le partage, donc je recommence pour voir pourquoi il y a des soucis. En espérant que ça marche mieux cette fois-ci.
Donc, les différents participants ont généreusement partagé quelques ressources dans le chat. Donc, on va essayer de mettre ces ressources aussi en disposition. On va enregistrer le chat. J'avais prévu, en préparant ce rendez-vous, de vous mettre quelques références sur le couple gestion des eaux pluviales et biodiversité. Donc, d'abord, la revue bibliographique et préconisations dont Marc a parlé pendant cette intervention. Ensuite, 2 documents, gestion des eaux pluviales en milieu urbain par la Fondation Daniel Mitterrand, et puis biodiversité et gestion de l'eau à la parcelle, les nouveaux fossés, un guide BPP. J'en profite aussi pour mentionner l'existence de MOOC sur la plateforme Bâtiment Durable, sur bâtiment et biodiversité, qui est en cours en ce moment. Et puis finalement, quelques mots sur les formations dispensées par le pôle énergie, qui ne sont pas forcément toutes pour vocation d'être sur le thème de la biodiversité et de l'eau, mais dans notre programme de modules de formation et d'ateliers d'apprentissage, nous proposons, en collaboration avec Marc Barra notamment, des formations sur la biodiversité et plein d'autres thématiques. Vous pouvez consulter ces formations sur notre site. Nous avons également un catalogue de formations sur plateau technique Praxibat qui est destiné aux entreprises qui souhaitent avoir la qualification RGE. Et puis finalement, nous avons une formation FIBAT Dynamo qui est destinée aux personnes qui de la maîtrise d'œuvre qui souhaitent devenir auditeurs énergétiques. Et ces formations-là, il y a des nouvelles séances début 2021. Ces web rendez-vous sont organisés à un rythme mensuel sur la thématique de la construction durable. Le programme pour 2021 est à venir en début d'année. Et pour rappel, tous nos rendez-vous sont disponibles en replay sur notre site et vous trouverez le lien ci-dessous. En vous déconnectant de ce séminaire, vous allez aussi avoir un petit sondage vous questionnant sur votre satisfaction de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, on vous remercie de bien vouloir y répondre. Ce webinaire arrive à sa fin. Je remercie Marc Barra pour son intervention. Merci beaucoup à tous les intervenants et à très bientôt pour le prochain webinaire en 2021. Au revoir.